merci pour les patients et ceux qui encouragent de rester jusqu'au bout. Je sais qu'il y en a qui sont déjà partis pour des raisons logistiques. Donc nous, on va vous présenter le cloud, couteau SaaS du développeur et de la startup, orienté, retour d'expérience, expérience à tous les deux, donc au sein du startup pour le développement d'un produit, produit assez, on verra, un petit peu assez complexe, beaucoup de fonctionnalités et peu de personnes. Donc moi je me présente, je m'appelle Yann, je suis freelance, j'ai fait longtemps du Java, je fais maintenant beaucoup de JS. Alors le jour je dev et la nuit en fait je dors parce que dev c'est déjà beaucoup de choses et comme j'ai une famille je peux pas faire super-héros la nuit donc et j'aime bien les stickers donc je fais beaucoup de stickers aussi à l'occasion. Bonjour à tous, donc je suis Adrien de Sola, je suis développeur JavaScript, Node.js. J'aime énormément Meteor, je trouve que c'est une techno vraiment sympa, bien partagée. Je bosse pour Mobilis Pro, donc la compagnie qui fait le projet qui nous a amené là, on va dire, qui nous a amené à faire du SaaS et à vous proposer ce talk. Alors une petite définition rapide pour tout ce qui est SaaS, PaaS et puis AAS, parce que maintenant on a du as a service partout. Bon, on vous a mis une petite définition Wikipédia, mais c'est surtout, moi ce que j'aime bien, c'est surtout toute application, tout logiciel qui ne tourne pas sur vos serveurs. En fait, c'est tout ce qui est externe. Pour reprendre un petit peu le principe du microservice, on peut se dire qu'un service c'est votre application, tous les autres ça sera du as a service parce que c'est pas votre application. Je rappelle juste un petit truc, c'est que donc pour tout ce qui est cloud, moi il y a 3 ans maintenant, David Gageot était venu faire un talk au Dangjug il y a de ça 3 ans. Et en fait il avait commencé son talk en disant le cloud c'est l'avenir. Si vous ne faites pas du cloud, changez de boîte. Bon, je ne sais pas si tout le monde a changé de boîte derrière, mais en fait, moi, la résultante de ça, c'est que j'ai fait en sorte de changer ce que j'étais en train de faire, pour m'orienter sur autre chose. Et je ne regrette pas, je veux dire. Donc, quand on pense cloud, c'est bon? Ah oui, ça marche mieux. J'ai pas besoin de forcer, très bien. Quand on pense cloud, la plupart du temps, on va avoir plutôt tout ce qui va être hosting, tout ce qui va être repo, GitHub, le CI, et à la rigueur du stockage avec S3, les services Amazon là-dessus. Et c'est ce qui nous vient. L'idée, c'est ce qui nous vient. Je fais du cloud, je suis chez Clever, je fais du cloud. Et l'idée, c'est de voir ce qu'il y a d'autre. Et on a pu voir que c'était vraiment bien plus que ça. On a pu tester un grand nombre de solutions cloud. On vous a mis en fait quelques catégories. On vous a mis quelques catégories en fait qui regroupent tout ce qui est solutions cloud. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup, on pense cloud, on pense hosting, mais derrière il y a vraiment énormément de solutions. Je crois qu'il y a un rapport Gartner qui a 1 ou 2 ans qui annonçait qu'il y avait quasiment 20 000 sociétés qui proposaient des solutions SaaS dans le monde, ce qui me paraît assez énorme. Mais en tout cas, on peut ne serait-ce qu'aller faire un petit tour pour ceux qui ne connaissent pas le petit repo GitHub. Free4Dev, en fait, ça regroupe énormément de solutions déjà qui proposent soit du freemium ou vraiment qui sont totalement gratuites. Et donc, qui va vous permettre de développer, de vous aider à développer votre solution, votre application, gratuitement. En fait, donc la plupart, c'est énormément, quasiment que du SaaS, du PaaS, tout ce qui va être database as a service. Tout ce qui est outillage de collaboration, etc. Donc maintenant, l'idée c'est pourquoi utiliser du SaaS? Pourquoi on va commencer à mettre ça dans une boîte, etc. Donc, des premières choses, une fois qu'on a fait notre stockage de fichiers, etc. C'est de voir qu'il y a des choses qu'on n'était pas
on n'a pas les compétences en interne, en fait, tout simplement de le développer. On a eu, par exemple, nous, dans notre cas, on devait traiter de l'envoi de SMS. C'était totalement impensable à 2 développeurs de commencer à faire de la gestion d'envoi de SMS complet, envoi, réception. Voilà, c'est un... Matériellement, c'est impossible. Enfin, c'est totalement impossible. L'idée, ça va être vraiment de ne pas réinventer la roue. Il existe déjà tellement de services qui font le taf. Il y a plus de 20 000 boîtes qui font déjà du SaaS. Voilà, c'est se servir de ce qui est disponible, en fait, tout simplement. Je ne sais plus qui est-ce qui avait sorti ça. Voilà, c'est vraiment 80% de ce dont on a besoin pour créer une application existe déjà. Pour seulement 20% qui vont vraiment correspondre au cœur de métier. Nous, ça vraiment, on l'a vraiment vécu, vraiment ressenti. Je pense qu'on peut attaquer sur le contexte, voir un petit peu ce qu'il y avait, mais... Après, c'est... Oui, après, c'est que pour les SaaS, lors du SaaS, il y en a vraiment pour tout. Donc, c'est qui parle du SMS, où c'est une solution qu'on ne peut pas développer. Par contre, il y a d'autres solutions toutes bêtes, du SEO. Le SEO, tout le monde peut en faire. Mais nous, on a utilisé en fait une solution pré-render parce que c'est ne serait-ce qu'une petite tâche qui n'est pas très compliquée. Rien que ça, le fait de le déléguer, en fait, c'est une tâche en moins qu'on a à faire et ça nous permet finalement de nous libérer du temps, pour faire vraiment le développement de l'application. Alors pour le contexte, donc notre contexte de développement, donc faut savoir que c'était une start-up, donc vraiment petite équipe. On a démarré à 2, 3 devs, on est monté jusqu'à 4 développeurs, une designer. Et malgré ça, en fait, le luxe d'avoir autant quand même de développeurs, on avait quand même peu de moyens, peu de temps et beaucoup de fonctionnalités à développer. Après, on n'était que des devs, on n'est pas des ops, on n'est pas des DevOps, on est des devs, quoi. Donc tout le reste, il y a déjà beaucoup de choses. Voilà, c'est pas notre cœur de métier, donc c'est des choses qu'il fallait absolument externaliser, quoi. Le projet en lui-même. Le projet était vraiment... tiens, on a une slide de décalage. Le projet était vraiment hyper ambitieux pour si peu de personnes. Déjà de base, pour un MVP, on comptait déjà 5 profils utilisateurs avec chacun leur admin, leur page publique, leur truc. On est déjà sur leurs interfaces dédiées, leurs fonctionnalités dédiées. On est déjà vraiment sur du lourd à maintenir, ne serait-ce que pour 2 personnes, enfin ou pour 2 développeurs. On a eu tout de suite des très très gros volumes de fichiers, des gros volumes de fichiers à traiter en images de tout type en fait. C'était vraiment images, son, vidéo, de fichiers texte, des tableurs. Et ça, c'était pas juste du stockage bien sûr, il fallait les convertir, les traiter, en faire une analyse et extraire des données qui sont ensuite utilisables bien sûr, les référencer surtout pour tout ce qui était médias, audio, vidéo, voilà. De la communication par email et par SMS dont je parlais tout à l'heure, gérer le paiement. On a mis en place un support utilisateur en Chatlayer, support utilisateur en temps réel. Mais c'était un truc qui était hyper chronophage. Énormément de fonctionnalités en fait à développer. Enfin, les cofondateurs de la société avaient beaucoup d'ambition sur le produit en fait. Et beaucoup de choses à faire. Alors le SaaS c'est bien, mais comme on a vu, il y a énormément de services. En fait, au niveau du choix pour une même fonctionnalité, si on prend un exemple par exemple, ne serait-ce que de l'envoi de SMS, en fait, il y a plusieurs fournisseurs qui proposent ça. On va faire du hosting de fichiers. Voilà, il n'y a pas que S3. Même si S3 quand même, c'est assez incontournable. Donc en fait, le critère de choix principal, c'est voilà, comment est-ce qu'on fait un choix par rapport à tous les services. Alors soit on teste tout, ce qui est une solution, soit on se définit déjà un critère, et notre critère, c'était surtout d'avoir une compatibilité avec Slack. En fait, il y a 2 SaaS qu'on a commencé à prendre, c'est GitHub, et ensuite Slack pour la communication interne. Et Slack, pas juste pour dire coucou, je suis arrivé.
parce qu'il faut savoir qu'Adrien travaille sur Paris, la boîte est sur Paris, moi je suis sur Nantes. Voilà, donc, et à l'époque, on a aussi un autre collègue qui était aussi sur Nantes, donc on était équipe distribuée. Donc le but, c'était de communiquer facilement. Et les mails, c'est pas super efficace. Donc le but, c'était vraiment d'avoir Slack finalement en point, en pierre angulaire de le choix des services qu'on va trouver qui pourront s'intégrer au niveau de Slack. Voilà, donc ensuite les premiers, on va dire les bases de SaaS qu'on a mis en place, c'était voilà, le dev, la collaboration, Slack, Yann vient de le dire, GitHub, Jira pour la gestion, ticketing, suivi projet, etc. Et Zeppelin, excellent outil, dit en passant, pour le design. Et pour faciliter tout ce qui est communication design développeur. Avec développeurs. Voilà, à partir du moment où on a eu, Alors je recommande, pour ceux qui ne connaissent pas, aller jeter un œil, c'est un super outil. Ils ont des plugins directement dans plugins dans Photoshop. Dans Photoshop et puis dans l'outil Google. J'utilise bien. Et du coup, voilà, ça permet vraiment d'intégrer toute la UI, tous les wireframes qui ont été faits, les avoir dans Zeppelin et de pouvoir annoter. Et vous avez en plus ça tout le détail du CSS, des couleurs. Donc en fait, pour le front-end et le designer, c'est un outil d'échange qui est quand même assez remarquable. Donc ça fait partie en gros nos 4 outils de développement qu'on a pris dès le départ. Bon, après, pour tout ça, c'est quelque chose, je pense, assez classique. J'imagine que beaucoup vous utilisez déjà des services SaaS, sûrement, pour tout ce qui est déjà au niveau du dev. Beaucoup peut-être utilisent GitHub. Pour intégration continue, alors nous, on n'utilise pas CloudBees, on utilise CircleCI. On aurait pu utiliser CodeShip. On avait testé aussi. Voilà. On utilisait SauceLab pour tout ce qui est test de UI, d'automatisation, qui permet de lancer en fait des différentes versions de navigateur pour tester justement tout le front-end. Et voilà, au niveau du déploiement, on a testé plusieurs solutions, Digital Ocean, Clever Cloud et Meteor Galaxy, qui est le système de hosting dédié à Meteor. Une fois donc on a notre environnement de gérer, on va peut-être pouvoir commencer à peut-être coder un petit peu quelque chose. Et histoire de démarrer quand même. Là, on a mis quelque chose en place. On a fait beaucoup d'initialisation. On n'a encore rien fait. Donc l'application dans tout ça, voilà. On a commencé à intégrer quelques SaaS. On y a pris goût en fait, pour être franc. Voilà, c'est à peu près, je crois que. Bon, il y a tous les SaaS qu'on utilise là pour la partie application. La suite, je vais peut-être pas les lister. Non, donc en fait dedans on va avoir tout ce qui est gestion, conversion des vidéos, hosting, traitement d'images, hosting de fichiers en règle générale, tout ce qui est base de données, le paiement, tout ce qui est problème qu'on a eu, on a essayé de se dire ok. Comment on peut les résoudre, qu'est-ce qu'on peut développer en interne pour gérer ça, et à chaque fois, à partir du moment où on estime très très grossièrement le coût de développement, qu'on regarde rapidement une solution SaaS, c'est systématiquement le SaaS qui est moins cher et potentiellement plus performant, pas de maintenance à faire. Voilà, on arrive quasiment systématiquement sur cette solution. Voilà, on va essayer de vous les passer un petit peu tous pour vous montrer vraiment les points de difficulté qu'on a eu là-dessus. Est-ce que la promesse est vraiment là? Parce que nous, on a fait des choix. Alors, souvent, on a fait des choix arbitraires. Et en fait, dans tous les SaaS qu'on a sélectionnés, en fait, on a essayé de vous faire. On a des critères d'évaluation pour essayer de donner une note. Alors, c'est toujours assez subjectif. Mais voilà, ce qui fait qu'en fait, en termes de critères, on a pris l'aperçu qu'on avait de la qualité de l'API, la documentation, si elle était déjà existante, si elle était riche, si elle matchait ou pas. L'existence d'un SDK pour faciliter l'intégration ou non, c'est ce genre de choses. Donc on va vous les passer un petit peu en mode random.
attends, je te fais celle-là. Donc The Caller qui fait, donc là c'est pour tout ce qui est téléphonie, donc tout ce qui va être échange SMS. Nous au niveau de l'application, en fait, on a, donc juste pour compléter, l'application, c'est une application à destination de l'industrie du doublage, donc à la fois à destination des comédiens voix et toutes les sociétés de production. Donc les producteurs qui ont besoin de faire de la communication avec les comédiens. C'est une industrie, ils sont très très gourmands en utilisation SMS. Ils ne font pas de mail, ils appellent très peu, c'est beaucoup de dialogue par SMS. Donc nous, l'application en fait automatisait énormément d'envoi de SMS. Dans l'application, on avait non seulement des envois de notifications, mais en même temps l'équivalent d'un pseudo-chat. Ça permettait de dialoguer, donc on a besoin à la fois d'envoyer des éléments, de recevoir des réponses, donc voilà. Donc c'était pas juste valider votre numéro de téléphone en répondant à ce numéro, quoi. Donc The Caller, alors on émet que 2 étoiles. Pourquoi ? Parce que alors c'était une start-up et on voyait bien que leur produit était en cours de développement quand même. Alors le support très réactif, donc on sent qu'il y a quelqu'un qui vraiment attend que les notifications. Et en plus ça, on les a quand même aidés à développer et à compléter leur API sur pas mal d'éléments. Voilà, donc c'était pas forcément. Il y a une certaine stabilité sur la France. À l'étranger, c'était un petit peu différent. Voilà, donc ça marche. Quand ça marche très bien. Après, c'était pas tip top, quoi. On a peut-être dû partir sur une solution Twilio, grosse solution de téléphonie qu'on n'a normalement pas besoin de présenter, utilisée par Airbnb, enfin tous les gros acteurs majeurs utilisent Twilio c'est que côté API et documentation, ils sont très forts. Info, ça va aller très très vite. Pour ceux qui la connaissent, c'est vraiment un tout petit tool. Typiquement, ça rentre vraiment dans la catégorie des SaaS où on aurait pu les développer en interne. Ça aurait pris, j'en sais rien, peut-être pour 2 jours. Voilà, une petite journée à dev. Mais voilà, le calcul est fait, c'est que IP Info, je crois que le tarif, ça doit être moins de 10 euros par mois sur peu importe la charge que l'on avait. Voilà, le calcul était vite fait, c'était imbattable comparé à perdre 2 jours de dev et puis à maintenir derrière. Donc c'est... parce que c'est surtout, ça veut dire, en fait, refaire ce système-là, ça veut dire récupérer les tables de range IP, ça on les a, les mettre dans une base, c'est facile, et recréer les services qui fait l'interrogation de la base. Quand c'est fait, en fait, on est tous à intégrer facilement, que ce soit dans Maven, Gradle, NPM, on récupère des libs à droite à gauche, ne serait-ce que pour venir supprimer un caractère d'une chaîne de caractères. Au lieu de le faire soi-même, on utilise une lib. Voilà, là, c'est un peu le même principe, c'est dès qu'on a un SaaS qui est prêt à l'emploi, c'est finalement pourquoi s'embêter à essayer de redévelopper une solution qu'il faudra éventuellement maintenir. Pas vraiment la peine. Google Analytics, je pense que c'est même pas la peine de le présenter, hein, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne très bien. On a pu avoir une utilisation très avancée, plus que tel utilisateur est venu à visiter ma page. On a vraiment pu pousser à voir vraiment un suivi des parcours utilisateurs complets. On a vraiment pu analyser, faire des grosses analyses de nos données là-dessus, améliorer le parcours grâce à ça. Voilà, c'est simple, c'est efficace. On a pu le brancher côté client comme côté serveur. Ça a été vraiment efficace là-dessus. On produit Google, donc c'est assez bien documenté. C'est que Google, ça marche bien, quoi. C'est un peu comme Amazon, ça marche bien. Pas forcément très facile à mettre en œuvre des fois, mais ça marche bien. MongoDB Atlas, donc un DBAS, quoi, donc Database as a Service, hébergement MongoDB par MongoDB. Alors il n'a pas 5 étoiles, c'est un super produit, ça marche. Tout mettre dedans, c'est très très simple. Par contre, c'est très très cher. C'est un peu le souci, quoi. On ne peut pas démarrer en se disant tiens, je suis encore en train de développer mon petit POC, je vais démarrer ça sur MongoDB Atlas. Je dis que le ticket d'entrée, ça fait un peu mal, quoi. Donc pour ceux qui veulent démarrer avec du MongoDB pour un petit POC, prenez Clever.
Ouais, les solutions share database, c'est gratuit. Pour ça, c'est génial. Attendez d'avoir des utilisateurs et de gagner des sous pour passer sur des plateformes qui coûtent cher. Alors Meteor Galaxy, pour ceux qui connaissent Meteor, ils ont peut-être eu l'occasion de voir leur promo là-dessus. Voilà, c'est un pass, ça fonctionne très très bien, c'est hyper simple à utiliser, le déploiement se fait en une ligne de commande, c'est Meteor Deploy, et ça marche. Ils ont super interface, on va dire un support un peu plus lent à contacter forcément, un peu moins réactif, mais voilà, c'est vraiment très très simple, c'est stable et super fonctionnalité du Let's Encrypt en un clic pour avoir voilà, le SSL déjà préconfiguré. C'était le petit bonus qu'ils ont, très agréable. Juste pour petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas Meteor, c'est un framework Node.js, back et front. Et le déploiement en fait, des solutions Meteor sont un petit peu spécifiques. C'est pas juste déployer une application express sur un node. Donc c'est pour ça qu'il y a des solutions, une solution qui est dédiée pour Meteor. Donc on est sur du PaaS. De la même façon, DigitalOcean. Voilà. Très bonne solution, pareil pour le déploiement, pardon. Alors nous, ce qu'on avait bien aimé, on avait testé au début, ça permettait en fait de déclencher la génération d'une instance DigitalOcean sur la création d'une nouvelle branche. Donc pour chaque branche qu'on crée, qu'on push, dès qu'on a une nouvelle branche qui est créée sur GitHub, il nous déclenchait, il nous montait une instance et il nous déployait l'application dessus. C'est un peu ce qu'on retrouve maintenant sur GitLab Pipeline, pour ceux qui connaissent, où ils ont une solution d'intégration continue complètement intégrée dans GitLab qui permet de lancer l'intégration continue, de lancer une instance et de déployer dessus. Ce qui est assez sympa quand même. Bon, mais on n'est pas resté dessus, on a bougé quand même. GitHub, on ne vous le présente pas. Alors, la différence peut-être avec GitLab, Bitbucket, c'est que en fait, GitHub, il est vraiment intégré. Enfin, ces webhooks sont vraiment intégrés quasiment partout. Dès qu'on a eu besoin des SaaS qui devaient utiliser du GitHub. C'est plus compliqué d'être sur GitLab ou sur d'autres services. Là, sur GitHub, l'avantage, c'est que n'importe quel autre SaaS, c'est super intégré. GitHub, la plupart du temps, ils ont même la connexion avec GitHub. Et puis derrière, c'est... Voilà. Au nombre de SaaS qu'on avait, disons qu'il y a vraiment, il a fallu se poser la question aussi de combien de temps on met pour intégrer un SaaS. Et avoir GitHub, c'est... Voilà, ça permet vraiment de... Puis après, on connaissait surtout GitHub, on connaissait pas les autres non plus. CircleCI, donc voilà, CI qu'on a présenté tout à l'heure. C'est capricieux, c'est pas forcément le plus évident à configurer. Une fois que c'est fait, ça tient. Le plus gros souci qu'on a eu, c'est vraiment voilà, vers 17h, vers 16-17h, les Américains se réveillent, commencent à bosser, et là, les serveurs, c'est terminé. C'est un build sur deux qui flanche, c'est voilà. Mais ça permettait d'avoir un prix plus abordable que CodeShip, et à ce moment-là, il y avait vraiment, chez nous, on testait vraiment énormément. On avait tout le truc de test, on était sur du 4 pailles par test, etc. On faisait vraiment beaucoup de tests sur chaque branche, etc. Et c'était impossible à mettre en place sur CodeShip, qui était une solution beaucoup trop chère pour nous à ce moment-là. Voilà. Ça, c'est parce qu'en fait, on testait beaucoup avec SauceLab, et ça, c'est une solution qu'on a arrêtée. En fait, on était parti vraiment sur une philosophie, on blinde les tests UI, donc on prépare tout ce qui est comportement utilisateur pour savoir si les boutons sont là, les actions au niveau de la UI marchent bien, qu'on n'ait pas des trous fonctionnels. Et pour ça, on utilisait SauceLab. Mais le problème, c'est qu'on disait, SauceLab, c'est génial, on va pouvoir tester la UI. Sauf qu'on prenait les 3 navigateurs majeurs, on prenait 2 versions, on faisait en sorte que ça puisse simuler l'exécution sur du Mac, sur du Windows.
Et on se retrouvait avec, sur un test, 6 machines, 6 instances pour faire les tests, avec des tests qui montaient à 25-30 minutes au total pour les builds, tout ça en parallèle, ce qui devenait un peu coûteux. Donc c'est un peu pour ça qu'on a... Déjà qu'on était sur Circle CI pour réduire les coûts, et après on a coupé la partie SOSLab parce que, pour rappel, on était une start-up avec pas beaucoup d'argent, donc au bout d'un moment, c'est soit on réduit les services, soit on réduit le personnel. Hop. Donc Clever Cloud, on a été obligé de mettre un petit peu le paquet sur l'affichage, faut pas déconner. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Clever Cloud? C'est simple, ça marche, c'est hyper efficace. Voilà, il y a un super support. On peut discuter en français. Ouais. Pour ceux qui ont vu en fait le talk de Quentin, quand il disait qu'ils sont H24, en fait ils sont vraiment H24. Alors ils sont une toute petite équipe, et 7 jours sur 7, H24, il y a du support. Donc en fait vous êtes en train de tester un truc, il y a quelque chose qui ne va pas, il est dimanche 11h. Dans le chat, vous envoyez un truc, en 5 minutes, il y a quelqu'un qui vous répond. Donc au niveau support, ils sont imbattables. Au niveau de simplicité, en fait, moi j'ai jamais vu un pass aussi simple à utiliser pour déployer une solution. En gros, il y a 0 configuration. Tout se fait, c'est hyper fluide. Dès que vous avez fait votre guide push, c'est tiré, c'est buildé, c'est déployé. Donc c'est vraiment une solution, enfin ceux qui ne connaissent pas, qui ont l'habitude plutôt des solutions, on va dire un peu plus classiques, allez essayer, c'est pas très cher. Et à utiliser, c'est vraiment super, quoi. Slack, forcément. Je pense que tout le monde connaît à nouveau. On en a vraiment eu besoin. On a vraiment basé tout notre cœur. C'est presque on est presque Slack as a service. On a tout qui est vraiment basé là-dessus. S'il y a juste un petit mot à dire là-dessus, on s'est fait surprendre quand on a commencé à monter en nombre d'employés, quand on est passé de 3, on s'est retrouvé rapidement à une dizaine. On s'est fait surprendre au nombre de nos intégrations sur Slack, on s'est fait surprendre par le prix de Slack. Donc voilà, c'est juste limiter les intégrations là-dessus, peut-être passer certains trucs par des webhooks, pour en avoir plusieurs sur le même channel ou quoi. Et voilà, rester en free, ça suffit largement pour de la start-up. Y a pas de souci. On s'est un peu emporté, on s'est un peu emporté là-dessus. On s'est mis à faire beaucoup de channels en fait. Une channel pour GitHub, une channel pour l'intégration continue, une channel pour les déploiements. C'est vrai qu'on s'est un peu laissé emporter. On vous a mis une 5e étoile en fait, en plus, c'est quand on aime bien. Parce que une 6e étoile, les 5 étoiles c'était bien, puis on a dit ouais, il nous faut une 6e parce que des fois c'est top. S3, tout le monde connaît. Alors S3, c'est pour ceux qui sont allés sur AWS, sur la console, puisqu'on parle de SaaS, il y a quand même pléthore de services chez eux. On peut faire plein de choses. Vous voulez faire de la reconnaissance d'image, il y a un service. Il n'y a pas que du hosting. Le nombre de choses qu'ils ont, c'est assez énorme. C'est super bien intégré en fait, nous, avec toutes les autres solutions SaaS qu'on a. Dès qu'on a voulu prendre des SaaS justement pour, par exemple, tout ce qui est traitement d'image, traitement de conversion de vidéos, ils sont tous intégrés sur S3. Donc, voilà, quand même S3 a des hooks aussi, des webhooks. En fait, on peut faire à la fois réagir des services sur un changement dans un bucket de S3. Et à contrario, envoyer le résultat d'un traitement qu'on envoie sur un SaaS peut être envoyé sur S3 également. Après, configurer Amazon, c'est quand même assez compliqué, quoi. C'est pas très fluide. Il y a beaucoup de choses à faire. Et au niveau documentation, c'est qu'ils ont un SDK qui est quand même très complet. Par contre, au niveau ceux qui sont mis dans les documentations Amazon, faut prendre son courage à deux mains parce que c'est très touffu, quoi. Guillaume en parlait, Guillaume Laforge sur sa keynote, il parlait justement entre le code auto-documenté, donc entre pas de doc du tout et une surdocumentation.
Avec Amazon, voilà, il y a beaucoup de documentation et en fait, le plus difficile, c'est de trouver ce qui nous intéresse. Donc, c'est savoir où est-ce qu'on trouve. Mais ça reste quand même très, très. Ouais, on peut. Disons qu'on peut compter dessus. Il n'y a pas de downtime avec S3. Ça marche toujours. Voilà, typiquement donc FileStack qu'on a utilisé pour la transformation de fichiers, c'était pour l'analyse des c'était tout ce qui était tableur, etc. Donc c'était extraire des tableurs pour pouvoir donc des clients pour les traiter, etc. Typiquement, c'est un des outils qui est branché d'office sur S3. C'est voilà, disons le chemin rapide, c'est S3. Voilà, on pouvait carrément uploader chez eux et eux terminer l'upload chez nous à la fin, histoire qu'on puisse quand même le garder dans notre environnement. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Non, c'est juste qu'ils n'ont pas de SDK. C'était le seul. Stack, ouais, ça marche bien, mais c'est rien d'extraordinaire en fait. Voilà, ils font du traitement. C'est peut-être plus sur l'intégration, intégration API. Alors, Cloud Convert qui fait de la conversion de vidéo, alors n'importe quel format en n'importe quel format. Alors, il y a beaucoup d'autres. On aurait pu partir sur une solution Amazon pour faire la même chose. C'est complet. On peut vraiment tout faire. Ils ont des webhooks qui nous permettent de dire, on leur donne le fichier à convertir, ils nous rappellent quand il a fini. On peut l'uploader sur S3 et lui dire, tiens, tu me convertis ça, tu le redéposes sur S3, tu m'avertis quand c'est fini. Donc, très, très complet. Le seul truc qui est pas super au niveau de Cloud Convert, c'est qu'en fait, quand ça marche pas, quand ça crache, on n'a pas d'info. On sait juste qu'on va avoir une info comme genre timeout. On a un timeout sur de la conversion, mais on ne sait pas pourquoi. Et pour savoir, on va juste cliquer pour envoyer une demande automatique. On aimerait bien un mail d'explication. Et ça s'arrête là. Donc, mais sinon, c'est voilà. Pour uploader n'importe quel format de vidéo et le convertir, c'est plutôt sympa. Voilà. Manque de log. Ouais. Mailchimp, je pense que pareil, pas mal de gens connaissent la solution pour faire des campagnes de mailing qu'on a aussi utilisé donc simplement pour envoyer nos propres mails de service. Tout passait par eux, ça permettait vraiment d'avoir un suivi là-dessus. L'intégration est simple, il y a de la log, la doc est super sympa, super user-friendly, il n'y a pas de souci là-dessus. Le gros inconvénient, c'est que forcément les templates de mail qui sont gérés par notre code sont très très difficiles à maintenir. C'est une galère pas possible. Dès qu'il y a un nouveau truc, un nouveau champ, on ne peut pas avoir simplement tout dans notre dépôt et le gérer. Il faut passer par un temps de configuration. Donc avec des cycles comme on avait avec notre cycle de développement, voilà, c'est très très compliqué à avoir les versions de prod, les versions de dev, les versions de test, etc. D'arriver à le tenir dans le process, ça devient vite un sac de nœuds à ce niveau-là. Une bonne alternative là-dessus, c'était Mailjet qu'on a testé vers la fin, avec le MJML qui peut être directement, donc le format qui a été créé par Mailjet pour faire du mail responsive, templating, oui, pardon. Voilà, ça là-dessus, c'est parfaitement possible de le versionner, de leur envoyer en même temps que le mail codé. Voilà, ça permettait de corriger cette partie-là de Mailchimp. Ouais, c'est une solution plus efficace là-dessus. Ouais. Et même, voilà, les emails arrivent, quoi. Ça marche très très bien. Imagix. Alors, si en fait il y a un service à retenir de ce qu'on a utilisé, c'est Imagix. Même si vous allez faire une petite appli ou que ce soit une grosse appli. Ce que fait Imagix, c'est qu'en fait, on lui donne le repo où on a toutes nos images. Et lui, ce qu'il fait, c'est que dès que nous, on veut afficher des images, tous les liens, en fait, on passe par Imagix. Et Imagix, lui, il va les chercher sur S3. Il gère le cache de celles qui sont le plus demandées. Mais en plus de ça, il est capable de savoir quel device lui demande l'image et du coup d'adapter le format de l'image au device. On peut aussi lui demander explicitement, tiens,
pour telle image, tu me fais, moi je veux juste la vignette. Donc je vais lui mettre un format voilà, que je lui donne. Après, il y a plein d'autres fonctionnalités qui vont être, si on veut faire voilà, de l'analyse d'image, pour me dire, tiens, tu me mets, renvoie-moi, tu vas me taguer en fait toutes les images qui ont des personnes dessus, ou celles qui ont des paysages, voilà, ce genre de choses. Photoshop en ça, en fait. Voilà, c'est une fonctionnalité jusqu'à la détection. Bah, la palette de couleurs, voilà, ce qui fait que... de visage, détection, de faire simplement pas besoin de développer un cropper pour un avatar. Il suffit simplement de dire à Imagix avec 2 paramètres d'URL, voilà, je veux que ce soit centré sur la tête de la personne. C'est ça, donc vous avez vos avatars qui sont automatiquement gérés là-dessus. C'est super efficace. Super agréable à utiliser, super doc. Allez voir et essayer, parce que ça c'est vraiment, comme service, c'est assez énorme, quoi. C'est un gain de temps monstrueux en fait au niveau de l'app. Chatlio, donc le support client en temps réel, directement géré dans Slack. Donc super sympa d'être dans notre outil collaboratif et de recevoir les alertes intégrées au navigateur, bien sûr, de l'autre côté. Voilà, c'est super sympa à utiliser là-dessus. Le seul vrai point de difficulté qu'on a eu, c'était pour le multilangue. Il y a pas mal de textes qui se retrouvent en français quand on est dans la version anglaise ou la version allemande. La difficulté, c'est ça, où il y a des soucis au niveau de leur cache, au niveau des traductions, etc. Voilà, c'était un peu le seul point noir là-dessus. Voilà. Sinon, ça fonctionne. Ça gère pas du ticketing, ça gère pas. Voilà, ça après faut le faire nous-mêmes. C'est vraiment un chat avec l'utilisateur qui est voilà. Et surtout intégré dans Slack. Donc c'est plutôt sympa. Ça ouvre une channel dans Slack pour le dialogue avec l'utilisateur. C'est pas mal. Sachant on pouvait aussi récupérer plein d'informations liées au contexte de l'utilisateur, quel navigateur, quel OS. Donc en fait, s'il a un souci pour récupérer collecter la donnée, c'est pas mal. Pré-render, on en a parlé rapidement en tout début. Donc solution payante pour gérer le SEO. C'est vrai que on n'est pas obligé de payer pour ça, mais voilà, c'est simple à utiliser, c'est super efficace. On n'a pas mis 5 étoiles parce que ça reste un petit service. Si, parce que c'est payant. Algolia, j'imagine que beaucoup connaissent aussi. Algolia, c'est vraiment, ça a été vraiment une super surprise aussi à utiliser. C'est un régal à utiliser de pouvoir. Un moteur de recherche. Oui, c'est un moteur de recherche, pardon. C'est un moteur de recherche. Vous pouvez presque, maintenant, on peut même plugger une base de données directement chez eux, requêter dessus. Voilà, c'est un Elasticsearch en SaaS, moins cher, plus sympa, une meilleure doc, quasiment pas de configuration. Et c'est pas du Elastic. C'est pas du Elastic. David Pilato, c'est content. Il va me taper. Bref, pour nous, c'est un incontournable. C'est vraiment, voilà, ça reste. C'est super efficace. C'est super efficace. Faire de la recherche. Donc nous, au niveau contexte de l'application. Là, typiquement, voilà, c'était donc ce que je disais tout à l'heure de ce qu'il fallait indexer, de tous les comédiens qu'il fallait avoir. On avait donc il fallait créer un outil de casting qui soit en temps réel, vu qu'on est sur du Météor, on est sur une techno temps réel. Il fallait vraiment que ça réagisse hyper vite, avec beaucoup de données. Et Algolia, ça a été vraiment notre solution là-dessus. On arrivait vraiment à avoir, peu importe le nombre de critères, le temps de réponse est toujours là. On est plus longue requête que j'ai eu dessus, ça devait être 10 millisecondes, et puis voilà, peu importe le nombre de requêtes, peu importe le nombre de critères surtout. Alors Kadira, c'est une solution de monitoring d'application qui est dédiée à Meteor. Donc Kadira déplu. En fait, c'est une solution avant qui était donc en SaaS, qui est maintenant intégrée à la solution Meteor quand on est en version pro, à Meteor Galaxy en version pro. Alors en fait, c'est super complet en termes de monitoring, tout le nombre de métriques qu'on peut avoir. C'est à la fois dans les métriques du système, plus les métriques de l'application.
avec voilà, toutes les connexions qui sont ouvertes et la charge qu'on va avoir sur les connexions base de données. On peut récupérer tous les points de contention au sein de l'application, voilà, plus toutes les logs d'erreur. Enfin, c'est voilà, le nombre d'appels, tout ça, c'est assez énorme. Mais à la limite, il y a trop de choses, quoi. Donc c'est pas évident en fait. C'est surtout après, surtout au niveau de l'analyse où c'est un peu, c'était moins évident après. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'on l'utilise, maintenant on peut plus l'utiliser. Ça n'existe plus. C'est mort. On verra, c'est aussi un des problèmes du SaaS. Ouais, donc Loggly, alors super. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une super solution en fait, pour loguer les logs et faire de l'analytics de log. Donc c'est basé sur un élastique. Voilà, l'avantage c'est que vous avez un service, vous envoyez vos logs dessus. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez soit directement plugger, donc envoyer tout ce qui est syslog, envoyer chez Loggly, ou alors vous pouvez très bien voilà, construire les messages que vous voulez au niveau de vos logs et de les envoyer sur Loggly. Nous on avait fait en sorte que toutes les logs sur le front-end, dans le navigateur, en fait, on envoyait tout sur Loggly. Et toutes les logs côté serveur. Ce qui fait qu'après, sur Loggly, on a de suite une interface qui est déjà définie pour faire de la recherche. On a le nombre d'erreurs, le nombre de messages, voilà, tous les critères qu'on a pour faire récupérer uniquement les erreurs, flaguer uniquement les logs qui viennent du client. Et comme on envoyait aussi les informations utilisateurs, si jamais on a voilà, un chat qui est ouvert et que l'utilisateur nous dit ben voilà, j'ai quelque chose qui ne marche pas, qui plante, on sait quel ID il est, on va dans Loggly, on sélectionne juste l'ID, on a toutes les logs qui correspondent à cet utilisateur, on peut sélectionner la plage horaire et du coup retrouver les erreurs potentielles avec les données qui ont été envoyées. Donc c'est quand même une belle solution. Et il y a une partie, il y a une offre freemium, donc en fait, ce qui est juste lié en fait à la durée de rétention des informations. Donc vous pouvez rester en gratuit. C'est simplement que les données voilà, la rétention est assez courte. Et on a fini avec le petit tour des SaaS qu'on a utilisé. Donc pour conclure sur les avantages du as quelque chose. Everything as a service. Voilà, everything as a service. Voilà, c'était vraiment l'accès à des fonctionnalités impossibles à développer en interne. C'est voilà, un luxe qui permet vraiment d'attaquer des très très gros projets avec peu de développeurs et après des compétences qu'on n'a pas. Des compétences tout simplement qui sont compliquées d'avoir forcément en interne. Ça permet de développer très vite. On a pu voilà, ça permet d'arriver à grosses applications très rapidement, là, étant donné que énormément de choses ne sont tout simplement pas développées par nous. Bien sûr, si l'API est bien documentée, tout ça c'est ce qu'on vient de montrer. Voilà. Donc les délégations, bien sûr. Ouais, c'est un peu le petit mot-clé. Voilà, c'est ça. Vraiment, c'est déléguer aux autres voilà, ce qu'on n'a pas le temps de faire, ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on ne peut pas faire. Ce qu'on se rend compte, c'est au final le prix, il y a une réelle économie à utiliser du SaaS. On ne surcharge pas nos propres serveurs, donc en plus de ça, au niveau de on ne va pas augmenter le prix de nos serveurs pour faire tourner pour faire tourner tout simplement voilà, notre cœur de métier. Et surtout, voilà, pas de maintenance à tenir là-dessus. Ouais. Et quasiment de la synchrone sur tous les SaaS. Donc au niveau inconvénient, donc on a vu qu'Adira c'était deprecated, donc c'est des choses qu'on ne peut pas anticiper. Alors peut-être en fonction de si on choisit d'abord un SaaS établi parmi les gros. Après, il y a une autre problématique, c'est qu'en fait, on va dépendre, un peu comme dans une chaîne, on dépend du maillon le plus faible. Alors là, voilà, ce qui doit être mis en place, c'est pouvoir gérer voilà, les états dégradés. C'est que si on a un SaaS qui lâche, comme on dépend uniquement on se repose sur énormément de SaaS, dès qu'il y en a un qui tombe, bah, l'application est impactée. Donc forcément, soit notre application, on fait en sorte de gérer ces cas-là, ou alors on est obligé de dire bah, on attend que le SaaS soit de nouveau disponible pour continuer à fonctionner. Autre inconvénient, il y a tellement d'offres, en fait le choix est quand même un peu difficile. Donc c'est arbitraire.
Des fois, on a pris le temps quand même de tester des solutions. On se renseigne sur des blogs, parmi la communauté pour pouvoir faire un choix judicieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dit quoi d'autre comme inconvénient? Non, c'était plus sur la pérennité. Après, on peut faire écho à la keynote de Guillaume Laforge de ce matin. Quand c'est la faute du SaaS, on nous dit CPT, c'est la faute du SaaS. C'est pas nous. Quand c'est nous, c'est juste qu'on a un petit problème sur notre appli. Mais même si souvent c'était plus notre appli qui était en cause que les SaaS quand même. Alors, la sécurité. Je crois qu'il va falloir. Hop. Dommage. Perdu. La sécurité, donc voilà, ce qui va être le plus souvent mis en avant lorsqu'on va dire on aimerait utiliser du SaaS pour tout. La première chose qu'on va dire, oui, mais la sécurité de mes données, qu'est-ce que j'en fais? Mes données transitent partout. Voilà. La plupart du temps, je veux dire, les SaaS ont envie que vous restiez chez eux, donc vos données soient en sécurité. Je veux dire, c'est difficile de douter de ça, et surtout de douter, de penser qu'on va faire mieux en interne, alors qu'on a un cœur de métier à développer, qu'on est 2 à 4 développeurs maximum. Maintenir une sécurité très, très avancée en gérant nous-mêmes les serveurs, etc. En faisant du SMS, c'est même pas, ça semble vraiment pas envisageable dans tous les cas, c'est toujours sur autant de services nécessaires, quoi. La sécurité est toujours bien chère. Le seul problème, c'est qu'après, on se retrouve, c'est que plus on a de SaaS, plus on a de tokens d'authentification. Et c'est simplement qu'au niveau de vos variables d'environnement, vous pouvez imaginer qu'au niveau de la configuration, vous allez avoir pléthore de tokens à définir, quoi. Donc après, il faudra vous dire, si jamais j'ai à renouveler les tokens, il faut que je pense à y retourner, voir l'environnement pour changer. Donc c'est vrai qu'après, au niveau de la configuration de l'application, on se retrouve finalement avec une liste assez interminable de tokens à définir. Mais non, mais au niveau sécurité, c'est... C'est un faux débat, en fait. Ouais, vous pouvez y aller les yeux fermés, quoi. Alors les limites du SaaS, j'ai envie de dire, les limites, c'est uniquement ce qui est disponible et ce qui ne l'est pas. Après, pour certains SaaS, on s'est aperçu que c'était assez compliqué à débugger, parce qu'en fait, on délègue du service. Suivant ce que les SaaS nous retournent, surtout comme erreur, des fois on se retrouve un petit peu démunis. Ils n'ont pas forcément mis à disposition des logs assez verbeuses, donc souvent c'est on a ce genre de soucis. Donc je reparle, comme j'ai dit tout à l'heure, faut penser à mettre en place un mode dégradé pour supporter ce genre de choses. Éventuellement. Ouais, c'est comme les microservices. Les microservices, s'il y a un microservice qui tombe, votre appli en dépend directement. Si vous n'avez rien prévu pour ça, vous vous retrouvez finalement avec votre autre service qui se retrouve down. Donc pour faire une petite conclusion plus tournée sur l'expérience qu'on a eue, c'est super sympa, c'est super fun de développer avec du SaaS, quoi, tout simplement, parce que tout va quand même très très vite. Ça permet d'avoir un résultat clé en main, vraiment accessible. C'est super agréable de pouvoir se concentrer vraiment sur le métier en lui-même. Dans notre cas, sur les comédiens voix, l'univers du doublage. C'est vraiment ça au final qui faisait rêver pour entrer dans cette boîte. Et c'est cool de pouvoir se concentrer là-dessus et pas sur des choses trop redondantes, en fait, et qui sont déjà gérées, ou qu'on doit à chaque projet recommencer et refaire. Sauf que le développement du coup il avance vite, quoi. En fait, les fonctionnalités que vous avez à développer pour votre application, en fait vous allez pouvoir les tomber beaucoup plus rapidement, parce qu'il y a plein de choses qui sont intégrées du SaaS, c'est plus rapide, il y a beaucoup de choses à développer. Alors des fois vous pourrez vous casser les dents sur les SDK, sur la doc qui est mal faite. Au final, changer de SaaS, en fait. À chaque fois que ça devient trop compliqué, changer de SaaS. De toute façon, à la fin, vous y gagnerez toujours sur le temps de développement si c'est déjà géré. Ouais. Parce que changer de SaaS, sur la durée de vie d'une application, d'un produit, changer de fournisseur, finalement, c'est rien, quoi.
Le temps que vous allez prendre pour changer de fournisseur sur la durée du produit, c'est vraiment... Voilà, donc on recommande fortement cette approche, que ce soit vraiment même pour que ce soit pour du POC, quand on parlait de... C'était Free4Dev tout à l'heure, il y a énormément de services SaaS qui ont un accès gratuit à partir du moment où votre dépôt est libre. Enfin, il y a diverses conditions là-dessus, mais qui permettent vraiment de... Voilà, ils permettent vraiment de s'amuser, même sur du POC. Et même sur du POC, ça vaut le coup d'utiliser du SaaS. Donc peu importe la taille de la chaîne, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment super fun. Le SaaS, c'est bon, mangez-en. Ce sera la petite conclusion. On vous remercie. Et on remercie le Samarco.